fin. Il fait 350 kilobases à peu près. Il y a une petite originalité dans ce gène, je vous la cite sans autre commentaire, c'est que c'est un gène avec des sortes de poupées russes. À l'intérieur de ce gène, dans un intron, il y a 3 autres gènes qui sont sur l'antibrin. Vous savez, il y a le brin Watson et le brin Crick, ils sont dans l'autre sens, ils sont transcrits indépendamment. Et c'est une curiosité, mais ça participe de la complexité de la génomique humaine et d'autres espèces, d'avoir comme ça des situations où à l'intérieur de l'intron d'un gène, on trouve des gènes, et c'est pas le seul, mais c'est intéressant. Bon. Troisième affaire, après la notion d'expression variable, de pénétrance, le mode d'hérédité, c'est l'affaire du mécanisme qui est derrière la dominance, qui explique comment expliquer le fait qu'un seul allèle soit si puissant qu'il l'emporte sur l'allèle standard, sur son allèle homologue. Et Müller, qui est ici, qui a eu le prix Nobel, Hermann Müller, qui exerçait, je crois, à New York, avait comme comment dirais-je, comme début d'études les études sur la drosophile, les mutations de la drosophile, et a eu le coup de génie d'irradier les drosophiles pour provoquer des mutations. Et il a provoqué des mutations et il a classifié les allèles. Alors il y avait déjà l'allèle sauvage, l'allèle mutant, bon ça c'est le principe. Quand je dis l'allèle, c'est l'allèle avec un grand A sauvage, bien entendu qu'il y a des variations, des polymorphismes, enfin ça marche. Et puis les allèles mutants avec un grand A, ça ne marche pas. Et il avait dit quelque chose qui préfigurait tout à fait ce qu'on peut voir aujourd'hui avec la pathologie moléculaire. Je vous rappelle que l'ADN n'était même pas identifié et n'était pas encore à cette époque connu pour être le support de l'hérédité. C'est dans les années 40, un autre prix Nobel, enfin une escadrille de prix Nobel. Il avait dit, il y a des allèles mutants par un effet quantitatif. Il n'y en a pas du tout, on les appelle amorphes. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de protéines du tout, ils ne marchent pas. Il y a des allèles hypomorphes, ils marchent un peu, mais pas aussi bien que les allèles sauvages. Et puis il y a des allèles hypermorphes, ils marchent mieux que ne le voudrait l'allèle sauvage. Et il avait ajouté 2 catégories, c'était vraiment magnifique comme descriptif, encore une fois, sans savoir ce que c'était qu'une altération de l'ADN. Sa structure de l'ADN n'était pas connue. L'ADN, jusque dans les années 60, c'était vraiment un truc considéré sans grand intérêt dans la cellule. Hein. Il y avait les protéines et puis le reste du monde. Hein. Il y a les allèles antimorphes, c'est-à-dire ceux qui vont s'opposer à l'allèle normal, qui vont le contredire. Et puis des néomorphes, c'est des allèles qui vont faire quelque chose de complètement différent. Alors c'est plus d'actualité, c'est plus à la mode de parler comme ça, mais c'est quand même extrêmement pertinent. Et on est, vous voyez, il y a 80 ans. Aujourd'hui, on voit les choses en reprenant exactement la terminologie de Müller, mais en la classant un petit peu différemment, à la fois par connaissance des mécanismes et aussi par aspect didactique. On dit qu'il y a 3 grandes façons d'aboutir à la dominance. La perte de fonction, c'est les amorphes et les hypomorphes de Müller, qu'on appelle aussi parfois, vous verrez ce terme, haplo-insuffisance. Alors, il faut l'expliquer, ce terme. Insuffisance, ça c'est facile. Haplo, c'est haplotype. Qu'est-ce que c'est qu'un haplotype? H-A-P-L-O-T-Y-P-E. Un haplotype, c'est un ensemble d'allèles à un même locus. C'est de dire, j'ai en 6, vous vous souvenez de la mucoviscidose hier, j'ai en 6 5T à la mutation delta F508. Ben, j'ai un haplotype 5T delta F508. Sur le même brin d'ADN, corrélé à un même endroit, j'ai ça et ça un petit peu plus loin. Et ça peut être sur 3, 4, 5, 10, 20 variants ou 20 polymorphismes sur un même grand allèle. Chacun représente un allèle, mais on va faire une espèce de construction. Un haplotype, c'est ça. Vous avez
2 brins d'ADN, puis vous avez ici un variant TA, vous avez ici une mutation, puis là un allèle sauvage, puis là vous avez un variant GC, ben vous avez un premier haplotype qui est T, la mutation G, et un deuxième haplotype qui est A, l'allèle sauvage G. D'accord? Donc l'idée d'un haplotype, c'est la combinaison en 6 d'une série de systèmes alléliques. Et quand on dit haplo-insuffisance, ben c'est ça. J'ai perdu totalement un fragment d'ADN, j'ai perdu un haplotype. Donc c'est une expression qui est utilisée alternative à l'expression de perte de fonction. La deuxième grande catégorie, c'est de dire un petit peu l'inverse, c'est de dire que cet allèle est dominant parce qu'il surfonctionne, il y a un gain de fonction. Et la troisième catégorie, qui était l'antimorphe de Müller, c'est de dire l'allèle mutant exerce un effet délétère sur l'allèle normal, non content de ne pas être tout à fait conforme. En plus, il perturbe l'expression de l'allèle normal. On va voir des exemples. Alors, la perte de fonction, évidemment, c'est instinctivement ce qui vient à l'esprit en première réflexion. On dit, maladie dominante, j'ai 2 allèles pour un locus autosomique, ben, j'en ai perdu un, c'est normal, il y a un phénotype. Quand je vous ai dit au premier cours que n'importe lequel d'entre nous a entre 250 et 350 mutations qui sont parfaitement tolérées, c'est que ce mécanisme de perte de fonction n'est peut-être pas si fréquent que cela. Alors, quels sont les mécanismes moléculaires qui peuvent aboutir à la perte de fonction? On en a déjà vu beaucoup. La délétion totale d'un gène, vous l'avez vu avec des CNV, avec Michel Weckmans et Serge Romana, la délétion partielle, ben ça c'est vraiment, au fond, l'haplo-insuffisance. On a perdu tout un allèle, enfin, tout un groupe d'allèles. On peut perdre une séquence génique parce qu'on la coupe en 2 sur 2 chromosomes, c'est une translocation. Et puis, vous avez vu que l'essentiel des mutations perte de fonction, ben, c'est les mutations troncantes ou les mutations faux sens qu'on a rappelées ensemble lundi. Mutations troncantes, je vous rappelle, les non-sens, les décalages de phase de lecture, les petites insertions délétions qui ne sont pas en phase, mutations du système d'épissage, etc. Les mutations faux sens, toutes ne sont pas troncantes, toutes ne sont pas avec perte de fonction, mais beaucoup d'entre elles, parce qu'elles entraînent une instabilité de la protéine, un dysfonctionnement de la protéine suffisant. Au fond, tout ça, c'est un effet de dosage. Il manque un allèle et il faut, pour que ça fonctionne, les 2 allèles. Encore une fois, c'est instinctivement ce qui vient à l'esprit naturellement dans l'hérédité dominante. Peut-être que quantitativement, par rapport au nombre de maladies dominantes, en revanche, ce n'est pas le mécanisme le plus fréquent. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu alors que ce n'était pas tout à fait naturel. Gain de fonction. Alors, gain de fonction, c'est un système opposé à celui-là, qui consiste à dire j'ai un allèle qui surfonctionne, qui était bien au-delà de ce qu'on imagine. Et vous avez tout de suite compris qu'en médecine, c'est hyper important de savoir si on est là-dedans ou là-dedans, parce que, au fond, le traitement pour une haplo-insuffisance, une perte de fonction, serait un traitement de type accentuer l'expression du gène normal, du gène standard, en disant je vais le stimuler, ou de la thérapie génique, en disant je vais intégrer une copie supplémentaire normale sous un promoteur fort pour aboutir à la transcription et à l'expression d'une protéine qui est insuffisamment traduite, alors que dans le gain de fonction, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est de réduire l'expression d'un allèle mutant qui marche trop bien. On n'est pas du tout sur les mêmes stratégies. Là, on va penser à faire, je ne sais pas quoi, une molécule antagoniste du point de vue protéique, à faire un micro-ARN qui va aller déréguler l'expression du gène pour la faire baisser, etc. etc. Enfin, quand je dis etc., je ne les vois pas bien, les etc. Hein. Ça, c'est vous qui allez les trouver. Alors, accroissement de dosage génique. Il y a 3 exemples, 3 types de sous-catégories. Alors, un exemple ici, 2 copies d'un gène, le gène carré ici, qui est le gène PMP22, qui fabrique une protéine de la
de la myéline. Vous allez dire que je suis obsédé par la myéline, mais c'est un hasard. Et on a ici une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot-Marie. Deux cliniciens neurologues français du 19e, Charcot, Marie, le grand Charcot, psychiatre et neurologue. Et les patients qui ont cette maladie autosomique dominante, transmise de génération en génération, c'est une maladie, on a une atteinte des voies longues nerveuses motrices. Et donc, c'est des personnes qui vont commencer par avoir des difficultés de marche parce que c'est les voies nerveuses les plus longues et qui vont avoir ce qu'on appelle un steppage. Un steppage, vous savez, c'est qu'on n'arrive pas à relever la pointe du pied. C'est le tout premier signe des maladies de Charcot-Marie. Donc, ils se cassent la gueule dans les escaliers et ils marchent de manière un petit peu étonnante. Ils marchent en soulevant le genou comme ça. La pointe du pied tombe un peu. Charcot-Marie. Puis après, ça peut gagner. C'est les personnes qui peuvent être en chaise roulante ou avec des béquilles à 50, 60 ans. Il y a pas mal de types, peu importe. Voilà un type ici dominant de la maladie de Charcot-Marie. Et le génotype de ces personnes, en général, c'est qu'ils ont un doublement d'une copie d'un allèle. Ils ont triple dose. Ils ont un allèle standard. Et ici, l'allèle mutant, c'est en fait une duplication. Et ça, c'est vraiment typiquement un gain de fonction par accroissement de dosage. Il y a trop de protéines PMP22 qui est faite et ça aboutit à cette maladie. Et on connaît même parfois des homozygotes pour ce génotype et ils ont un super Charcot-Marie très sévère. D'accord ? Et on a vu parfois aussi, c'est plus rare, vraiment, c'est en général ce génotype-là, des mutations activatrices. C'est des mutations qui vont activer le gène. Il y en a bien une seule copie, mais elle surfonctionne. Cet allèle est hyper exprimé, ça aboutit à la même chose qu'avoir 3 copies, 4 copies, ou une copie qui fonctionne beaucoup plus. Gain de fonction. Alors c'est intéressant, à ce locus-là, et j'anticipe sur ce que je vous dirai tout à l'heure, sur un gène, plusieurs maladies, à ce même locus-là, on connaît des délétions, c'est-à-dire l'inverse. Et qu'est-ce que ça vous évoque, ça? On connaît des duplications et on connaît des délétions. Vous l'avez vu dans les désordres génomiques que je crois Serge Romana vous a présenté, c'est que cette région chromosomique a une fragilité dans sa réplication. Elle peut donner des déséquilibres à la méiose, délétion et sa contrepartie, la duplication. Donc on a les deux phénotypes. Et étrangement, la délétion ne donne pas du tout la maladie de Charcot-Marie, ce qui prouve bien que Charcot-Marie, c'est un gain de fonction. Seule la duplication donne ce phénotype-là. Par contre, la délétion donne une autre maladie neurologique. Toujours du nerf périphérique, c'est logique. La protéine touche le nerf périphérique. Et ce n'est pas une nuance, hein, ce n'est pas de dire oh, en fait c'est une sorte de Charcot-Marie, mais c'est pas. Non, c'est une autre pathologie qu'on appelle la neuropathie tomaculaire. On ne vous demandera jamais ça à l'examen, vous verrez ça en neuro, et encore c'est de la neuro rare. Hein. Et la neuropathie tomaculaire, c'est une neuropathie à la pression. Je ne sais pas la racine, hein, je ne sais pas pourquoi la pression. Et c'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent, sont tout à fait bien, qui marchent parfaitement bien, qui se croisent les jambes quand elles écoutent un truc, oh là là, puis 1 heure de projection de je ne sais pas quoi, puis elles se relèvent, elles se cassent la gueule parce qu'elles ont une paralysie du crural qui a été sous pression parce qu'elles se sont croisées les jambes. L'autre grand exemple classique, c'est la célèbre paralysie des amoureux. La nuit de noces, enfin la nuit de je ne sais pas quoi. Alors vous avez la jeune femme sur votre bras ou l'inverse, je ne sais pas comment ça se passe. Et le mec se lève le matin, pouf, il a le bras comme ça, il dit ça, je ne recommencerai jamais. C'est paralysé du bras pendant attends, c'est une vacherie, ça dure des heures. Hein. Et donc, plus jamais ça. Et en fait, il y a une compression de... Bon, bref, du nerf, là. Vous faites de l'anatomie, hein, c'est quoi le numéral? Bon, enfin bref. Le gros nerf qui passe là. Et donc une paralysie tomaculaire. Donc ce n'est pas du tout la maladie de Charcot-Marie. Et donc là, vous avez un duo intéressant de 2 maladies dominantes toutes les deux, au même locus, l'une par perte de fonction, délétion, haplo-insuffisance, l'autre par duplication.
Activation constitutive.